Alors, deuxième table ronde de cette matinée, toujours bien sûr consacrée à l'attractivité des cœurs de ville et des centres-bourgs, pour ceux qui nous rejoindraient en milieu de programme, hein, comme on dit à la radio. Et après la culture, se pose bien entendu maintenant la question du commerce. Enfin, les questions, devrais-je dire, puisqu'en l'espèce, elles sont deux. On en a deux pour le prix d'une, c'est déjà en soi une astuce commerciale. Quelle place pour le commerce et quel commerce sur la place? Alors Simone Signoret le disait, ou plutôt elle l'écrivait, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, et bien sûr, les commerces non plus. Fini en effet le quincaillier, le papetier et autres marchands de couleurs. Ils ont été atomisés par la grande distribution et par Internet. Alors, quel commerce imaginer en centre-ville pour séduire, attirer, faire rêver et pour animer? Comment penser les flux pour les rendre absolument incontournables dans le train-train du quotidien? Comment pérenniser les enseignes pour ne plus perturber les clients? Oui, mais avant, il y a un mois, oui, on a racheté depuis un mois. Et vous êtes sûr? Certains, nous sommes installés il y a plus d'un mois. Un peu plus d'un mois même. Oui, un petit peu plus. Bref, comment prendre la main sur ce précieux panier? Eh bien, toutes ces questions que vous posez, sans doute d'autres, elles vont trouver réponse dans les minutes qui viennent, grâce à l'expertise, à l'expérience de nos invités que je vais vous présenter maintenant par ordre alphabétique. Il y a Madame Casanova, Corinne Casanova, qui est à ma droite, adjointe au maire d'Aix-les-Bains et vice-présidente de l'agglomération Grand Lac. Il y a Michel-François Delannoy qui est sur ma gauche et qui est responsable du programme Action Cœur de Ville à la Banque des Territoires. Annie Rossi est également parmi nous. Elle est directrice générale des services de Vire Normandie. Alors, vous aviez sans doute vu sur le programme que monsieur le maire devait être présent, président de la Sémivire et maire de cette commune nouvelle, Marc-André Sabater. Malheureusement, vraiment au tout dernier moment, un empêchement majeur l'a empêché d'être présent. Madame Rossi, sa directrice générale des services, a accepté au pied levé de représenter quand même la commune, et je l'en remercie doublement parce que c'était pas un exercice facile. Voilà. À droite, est-il nécessaire de le présenter, Jean-Marie Sermier, président de la Fédération évidemment des EPL, et puis Magali Vernier-Coveau, qui est directrice de l'appui territorial à la CEMAEST. Voilà. Alors, ça paraît une certitude et même une évidence. Le commerce en 2020, ou quasi en 2020, n'a plus rien à voir avec celui des années 80. Encore moins avec celui des années 50, et il y a fort à parier que dans les années 50, il ne ressemblait pas beaucoup à celui du début du siècle. Tout cela, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que c'est devenu une préoccupation collective. Alors, Madame Casanova, j'ai cité vos mandats d'élu local. Je n'ai pas dit, mais je vais le faire maintenant, que vous êtes membre de la commission nationale de l'aménagement commercial, et vous êtes également à la DCF vice-présidente en charge de l'urbanisme, de la mobilité et de l'habitat. Pourquoi tout d'un coup, en tout cas aujourd'hui, tout d'un coup peut-être pas, mais les mutations du commerce aujourd'hui revêtent une acuité toute particulière? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a quelques années, l'image d'Épinal, effectivement, c'était qu'un village, c'était une place, éventuellement une fontaine, des platanes, selon où on était, mais c'était forcément un boulanger, un boucher, une supérette, des choses qui fonctionnaient bien. Et puis, en quelques années, avec la planification qui a zoné les fonctions dans la ville, qui a éloigné les habitants,
on se rend compte que le modèle ne fonctionne plus. On est à SOS Village sur TF1, effectivement. Et les élus ont longtemps pensé que cette question-là n'était pas de leur fait. Le boulanger, il perd sa clientèle, le pain, il n'est pas bon. La mercière, il n'y a plus personne, si elle était agréable, ce serait mieux. Si ses prix étaient moins chers, ce serait mieux aussi. Si elle vendait ce qu'on lui demande, ce serait mieux aussi. Si elle parlait anglais aussi. Et puis, quand des fois les commerçants disaient « Oui, mais il n'y a pas de stationnement », bien sûr, c'est vous ou vos vendeurs qui font les voitures ventouses devant. Donc, commencez à nettoyer devant votre porte et puis tout ira beaucoup mieux. Et je pense que ce mouvement-là, qui a très longtemps prévalu, moi j'ai souvenir, ça fait une vingtaine d'années que je suis élue, il y a 20 ans, on disait qu'effectivement, les commerçants étaient le public le plus pénible parce qu'ils n'étaient jamais contents de leurs élus, et que de toute façon, en plus, ils étaient dans la commune, mais ils habitaient généralement celle d'à côté. Donc, c'était en plus un public uniquement pénible et assez peu constructif, parce qu'en plus, très morcelé. Et puis, finalement, les élus se sont rendus compte, et je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que l'Assemblée des communautés de France a été précurseur depuis de nombreuses années sur ces questions-là, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on dit il faut absolument que l'urbanisme commercial rentre dans le droit commun de l'urbanisme, qu'il ne soit pas un ovni, finalement mal contrôlé, et dit depuis des années aussi que les questions d'urbanisme doivent être traitées à l'échelle intercommunale pour éviter les questions de concurrence. Et on se retrouve dans ces questions de commerce, puisque maintenant on se dit, effectivement, pourquoi est-ce que le commerce dysfonctionne ? C'est parfois parce que le centre-ville, on n'y accède pas si facilement, parce qu'il y a des plans de circulation compliqués, parce que les règles de stationnement sont compliquées, c'est trop cher, on n'a pas assez de temps de gratuité, il n'y a pas assez de place, elles ne sont pas au bon endroit. Parce qu'on se rend compte aussi que s'il y a moins de consommateurs, c'est aussi parfois parce qu'il y a moins d'habitants dans les étages, parce que les habitants sont moins solvables aussi, et puis parce qu'il n'y a pas forcément de transport en commun pour emmener, parce que les mobilités douces se font pas bien, il n'y a pas assez de trottoirs, ils ne sont pas assez sécurisés, on ne sait pas bien comment on se déplace, la signalétique fonctionne mal, ou aussi parce que, pendant un temps, chacun a voulu sa zone commerciale, parce que chacun voulait sa supérette pour faire comme le voisin, parce que chacun voulait ses marques de prêt-à-porter dont on leur dit quelles sont les locomotives sans lesquelles on ne peut plus vivre, et qu'il y a manqué cette coordination intercommunale. Et ces dernières années, avec la loi Allure, le PLU intercommunal est venu la règle à laquelle on peut déroger, mais est néanmoins devenu la règle. Et surtout, avec la loi NOTRe aussi, on a vu l'irruption de la politique locale du commerce qui est remontée au niveau des intercommunalités, où on oblige à réfléchir. Vous le disiez tout à l'heure, je suis membre de la Commission nationale d'aménagement commercial, je siège aussi en commission départementale d'aménagement commercial. Dans les textes de loi, il y a beaucoup eu d'allers-retours, qui on met dedans, est-ce qu'elle réfléchit bien ? Moi, je pense surtout que ce qui manquait, et qui manque encore d'ailleurs, mais c'est que les élus qui y siègent, ils siègent avec un mandat pour dire leur position et que ce ne soit pas simplement la leur à titre personnel et qu'ils aient, comme j'ai pu le dire, des jugements en amitié sur des implantations commerciales. Donc on est plus de coordination et ça, aujourd'hui, ça commence. Et on va évidemment avancer sur cette question dans quelques instants, mais j'aimerais aller faire un tour à Vire-Normandie, justement pour voir si, Madame Rossi, vous retrouvez, ou vous retrouvez plus exactement votre commune dans cette analyse et la situation dans laquelle Vire-Normandie se trouve. Peut-être faire une réponse de Normande, oui et non. Alors je vais plutôt prendre le non, parce que c'est intéressant pour le débat. Pourquoi ? Parce que Vire-Normandie est une collectivité, d'abord une commune nouvelle. Alors voilà, c'est important de le dire parce que ça a créé une dynamique extrêmement importante au niveau du développement local, mais aussi parce que la problématique que nous avons, c'est carrément un paradoxe, c'est que
nous sommes à l'échelle de la commune nouvelle, hein, qui s'est construite à l'échelle de l'ex-communauté de communes, 18 000 habitants, et nous avons, un peu moins de 18 000, et nous avons 11 500 emplois. Et avec une dynamique économique très forte, puisque nous créons à peu près 3,5% d'emplois par an. Et nous sommes une ville industrielle, avec des secteurs d'activité qui sont extrêmement diversifiés et avec un développement très local, très endogamie. Donc, ça veut dire qu'en fait, notre problématique, et on a une baisse de la démographie. Donc, notre problématique, c'est plutôt, eh bien, on vient travailler à Vire-Normandie, on consomme, pas trop, surtout le midi, au moment du déjeuner, mais on n'y habite pas. Donc voilà, c'est ça notre problématique. Donc le commerce, ça fait partie évidemment d'un élément, mais pas que. Parallèlement à cela, on a un commerce qui est plutôt, qui se porte plutôt bien, hein, Dixit les commerçants, donc et l'association, parce que comme dans toutes les villes, nous avons une association de commerçants, et on a un taux de vacances de 8%, donc c'est pas énorme. Par contre, dans la structure du commerce, on a une évolution comme partout. On a beaucoup plus de banques, d'assurances, etc. Et on a eu une baisse sur les 10 dernières années du commerce alimentaire. Et, bon, et ça, bon, voilà, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Alors, j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, on n'est pas... Enfin, oui, on montre en tout cas que voilà. la sphère des problématiques. Et enfin, pourquoi est large. Parce que aussi, alors j'allais oublier de le dire, c'est important de le dire, on a une charte qui a été signée, ça fait déjà longtemps, en 2007, donc vous imaginez une charte de développement commercial, donc avec les consulaires qui nous ont aidés, hein, la Chambre de commerce et la Chambre de métier, qui dit un certain nombre de choses. Hein. Donc en fait, entre la périphérie et en gros le cœur de ville, et aujourd'hui les cœurs de bourg, parce qu'il y a des petits commerces aussi dans le cœur de bourg, on tient à les préserver, voire à les développer, il y a eu des bonnes pratiques de mise en place déjà depuis à peu près 8-10 ans. Hein. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Merci. On va revenir évidemment sur le dispositif ACV, puisque vous êtes lauréate de ce dispositif dans quelques instants, et sur l'énergie qui peuvent insuffler à vos actions. Mais Jean-Marie Sermier, au vu ou plutôt à l'entendu de ces premiers propos, est-ce qu'on peut quand même dire aujourd'hui que le commerce est devenu une véritable politique publique complexe ? Madame Casanova le soulignait, ça touche évidemment le logement, mais le stationnement, la mobilité, et que là-dessus, en tout cas, tout le monde est d'accord, ça fait consensus. Bah écoutez, je crois qu'il faut aussi arrêter de s'excuser et de s'auto-flageller en disant on n'a vraiment pas été bons, nous les élus qui sommes en place depuis quelque temps. La preuve, c'est que tout est parti du centre-ville et puis les façons de consommer ne sont plus celles que nous connaissions il y a quelques années et c'est probablement de notre faute. Alors je ne crois absolument pas à cette théorie. Et je pense que c'est tout simplement l'évolution normale d'une société, qu'on l'accepte pas. Et si un maire avait conservé autour de son église, que tu as oublié de citer, chère Corinne, au milieu du village, et à Lisieux, tu comprends, mais autour de son église, la boulangerie, la petite épicerie, et s'il n'avait absolument réalisé aucune grande surface autour de sa ville, je pense que cet élu-là n'aurait pas répondu aux questions de ses habitants, et je pense que de toute façon, son épicerie serait morte, et qu'il n'aurait pas de taxes, qu'il n'aurait pas d'emploi, puisqu'il n'aurait pas de zone d'activité à côté de chez lui. Donc moi, je pense qu'il n'y a absolument pas de critique à faire ou à se faire sur ce qui s'est passé. Il y a simplement à se dire qu'il faut être suffisamment mature dans une société qui évolue de plus en plus vite. Et je ne veux pas faire le débat sur le sujet, mais chacun a bien compris, a bien conscience de cette évolution. Dans une société qui est très zapping, eh bien, il faut qu'on sache répondre à ces questions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, et c'est aussi pour ça qu'il y a une mission forte de la part des EPL qui sont en capacité d'aider les élus à trouver des réponses. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on reconstruise, mais on ne doit pas reconstruire pour la Mercière d'Aix-les-Bains. On a la même adole d'ailleurs. Mais on ne doit pas reconstruire pour trouver l'image, la carte postale d'il y a 10 ans. Je voudrais vraiment le dire aux élus, mais je suis sûr que vous êtes tous conscients dans cette salle, et il faut le dire à nos collègues. Les collègues qui s'engagent dans un centre-ville en vue de reconstruire le centre-ville qu'ils ont connu il y a 20 ans,
ils vont se casser la figure, quoi. Hein. Et là aussi, ils vont prendre un retour de manivelle électorale extrêmement fort, parce que, hormis de subventionner très fortement des locaux commerciaux, ils n'arriveront pas à trouver des solutions. Donc je pense qu'aujourd'hui, la solution, c'est de voir où on en est, d'un point de vue sociétal, comment réagissent nos concitoyens, quelles sont les valeurs que véhiculent nos concitoyens. Et dans les valeurs, il y a évidemment, alors, il y a les techniques avec le net, mais il y a aussi les valeurs du circuit court, les valeurs où aujourd'hui, quand on achète, on fait un acte commercial, mais peut-être plus qu'il y a quelques années, on fait aussi un acte civique, même si on n'est pas dupe et que on sait bien qu'il y a les lecteurs, il y a le consommateur, et puis il y a le citoyen, et que tous ces gens-là ne sont pas tous de même en même temps. Donc il faut trouver des solutions pour accompagner ce mouvement. Et quand on dit qu'effectivement le commerce, mais le commerce en tant qu'animateur, peu nous importe à la limite, dans un centre-ville, d'avoir des échanges physiques commerciaux. L'essentiel, c'est d'avoir du monde qui y passe, d'avoir des activités, d'avoir une socialisation de ces échanges dans un territoire. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faut y travailler. Et il faut bien reconnaître que nous n'avons pas les uns et les autres l'assurance du résultat, parce qu'on est en train de défricher et qu'on a besoin justement d'échanger nos expériences. Et que dans certains villages ou dans certaines communes, c'est parce qu'il y a une commune nouvelle que ça donnait une dynamique. Dans d'autres cas, c'est autre chose. Et il faut qu'on s'appuie chacun sur nos atouts et nos expériences. Donc la réponse aujourd'hui, c'est sans doute que... Moi, je vous prends un exemple, parce que je suis d'origine agricole et que je suis encore un vieux paysan. Si nous n'avions pas subventionné l'agriculture de montagne il y a 30 ans, il n'y aurait plus d'agriculture de montagne. Et pourtant, aujourd'hui, c'est celle qui est la plus dynamique, qui apporte le plus de valeur ajoutée et qui permet d'occuper l'espace du mieux qu'elle le peut. Donc il y a, à un moment donné, il y a besoin, même dans une économie libérale, ouverte, il y a besoin d'avoir un apport de la collectivité, d'un apport de l'État, un apport sociétal, pour faire en sorte que nous gardions un certain nombre de structures qui permettent de rebondir par la suite. Et c'est tout ça le débat, d'être en capacité, avec un certain nombre de mesures. J'ai entendu parler tout à l'heure du crack. Effectivement, on dit au gouvernement, ce que vous avez fait dans le cas de la loi Elan, c'est un petit truc, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment une amélioration significative du crack pour qu'il puisse, au-delà de l'expérimentation, servir à toutes les collectivités qui le souhaitent. Il faut qu'on ait des moyens d'agir, il faut qu'on ait des possibilités d'agir, puis après, chacun trouvera le chemin avec ses outils pour pouvoir agir du mieux qu'il le peut. Aujourd'hui, les élus qui souhaitent agir, qui veulent agir, ils manquent d'outils pour le faire, pour aménager, réaménager, ils trouvent des obstacles sur leur route. Bien sûr, regardez une réponse toute simple. Aujourd'hui, quand vous voulez faire du commerce, dans une petite ville comme la ville de Dole, je m'excuse de reprendre cet exemple encore, on a trop de locaux commerciaux vacants qui sont de trop faible surface et qui n'intéressent personne. Donc il faut faire ce qu'on appelle du remembrement. Mais refaire du remembrement, vous n'avez pas d'outils qui permettent d'aller vite et assurément d'aller bien, comme vous le faites dans du remembrement agricole, comme vous l'avez fait il y a 30 ans. Donc les outils ne sont pas suffisants. Et donc il faut beaucoup de persuasion de la part des élus, un petit peu de moyens pour trouver des solutions. On souhaiterait des fois avoir des outils plus coercitifs. Madame Casanova, il y a quelques mois, jusqu'en décembre dernier, les intercommunautés pouvaient délibérer effectivement sur les actions de soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Pourquoi avoir fait de cette politique locale du commerce, avoir porté, parce que c'est vraiment l'ADCF qui a porté ça, en avoir fait une compétence intercommunale clairement établie comme telle? On en a fait une compétence intercommunale clairement établie parce que pour nous, c'est véritablement une politique qui est consubstantielle de celles qui font notre essence. Je le disais tout à l'heure, la question de l'aménagement de l'espace, elle passe par le commerce. Le lien avec l'habitat est très fort. Le lien avec les déplacements est très fort. Et aussi parce que ça a été longtemps... j'aime bien le terme qu'a employé mon voisin sur la question de la maturité. La question du commerce et notamment la multiplication des implantations en périphérie qui ne sont peut-être pas la cause unique effectivement du dépérissement du commerce de centre-ville, mais qui sont quand même
pour partie un des éléments du mal actuel. C'est aussi été beaucoup lié, et à la CNAC, je le vois encore malheureusement régulièrement, par des égoïsmes municipaux où on a dit, telle commune, mais il y a des élus qui nous le disent clairement. On demande à la CNAC à ce que les élus la Commission nationale d'aménagement commercial viennent exprimer le projet de leur territoire. Mais pour beaucoup, pas pour beaucoup, mais pour certains encore aujourd'hui, c'est telle commune à côté, elle a sa supérette, je veux la mienne. Ça reste encore ça. Parce qu'il y a aussi dans des... on n'est plus sur la supérette, mais on est d'accord. Mais bien souvent, c'est des petits projets, parce que aussi la taille des projets diminue. On est aussi sur des schémas de dire, j'avais une zone d'aménagement commercial, une zone d'activité, qui a été décidée au niveau communal à un moment. Je veux mettre du commerce dedans parce que ça me la rentabilise, parce que ça me la solvabilise, c'est pas forcément, et qu'il y a un besoin d'avoir une réflexion qui soit plus large. Combien de structures, vous le savez déjà, ont saisi l'opportunité donc toutes les intercommunalités toutes les communautés d'agglo ont eu à définir ce qui était pour elles l'intérêt communautaire sur la thématique du commerce. Alors toutes ne sont pas rentrés dans des définitions très précises, mais beaucoup ont défini effectivement comme étant d'intérêt communautaire déjà l'observation, la connaissance, parce que ça manque, et puis après des aides pour les vitrines, pour les façades, et la mise en place de managers de centre-ville. Alors voilà pour l'intercommunal. Preuve, s'il en était besoin, de la prise de conscience nationale forte de l'importance de ce commerce. Et bien sûr, Action Cœur de Ville qui se tient depuis plusieurs mois au chevet de l'attractivité des centres-villes, avec la Banque des Territoires, évidemment, en bonne place, on va dire, dans l'équipe soignante. Alors, pour démarrer, peut-être deux questions on ne peut plus simples. Combien et comment? Parce que je ne vous cache pas que j'ai eu un certain nombre d'acteurs au téléphone pour cette manifestation, mais pas que, pour des articles antérieurs. Et nombre d'entre eux m'ont fait part, en tout cas, de leur inquiétude en disant on ne voit rien venir. Alors, Soran, voyez-vous quelque chose? C'est là que vous vous adressez aux banquiers. D'abord, bonjour à toutes et tous. Donc, merci aussi de nous avoir associés à ce moment organisé par la Fédération et à ces quelques mots de la Banque des Territoires de remerciement. J'associe d'ailleurs les collègues qui sont présents parce que nous avons à la fois là des représentants de la direction régionale et la directrice régionale, Céline Saint-Martin, mais en même temps des collèges du siège de la Banque des Territoires qui sont là, puisque je vais en dire quelques mots. C'est une mobilisation effectivement importante que Éric Lombard et Olivier Sichel ont souhaité mettre au cœur du projet Banque des Territoires, donc de s'engager dans ce programme Action Cœur de Ville. C'est un sujet qu'on connaissait quand même un petit peu avant, Cœur de Ville, puisque nous avions notamment, on parlait de Lunéville tout à l'heure, dans un certain nombre de villes, engagé une démarche exploratoire sur la dynamisation des centres-villes, des villes moyennes. Et avec Cœur de Ville, on est passé évidemment à une autre échelle. Donc combien? Aujourd'hui, la Banque des Territoires met donc 1,7 milliard sur les 5 que comporte ce programme, 1,7 milliard qu'on pourra décomposer rapidement, mais donc qui servent à la fois à accompagner les territoires dans la définition de leurs projets, dans des éléments de diagnostic, dans la précision de leurs opérations de manière très très concrète, parce qu'il faut sécuriser, fiabiliser, faire en sorte que les opérations voient le jour. Donc on a des gros moyens, 100 millions donc dédiés à cette ingénierie à la fois territoriale, mais aussi pour soutenir les innovations dans ces territoires cœur de ville, parce que nous avons la conviction que ça n'est pas ni effectivement la reproduction de ce que nous avons connu, une sorte de nostalgie qu'on voudrait inviter dans l'avenir avec l'échec assuré, mais ce n'est pas non plus la reproduction de ce qui s'est fait dans les grandes villes qu'on pourrait amener comme ça mécaniquement dans ces villes moyennes comme solution. Et donc il faut donner à ces territoires des capacités d'innovation. Et
Si je prends par exemple le cas de la ville de Vire, nous sommes en train là, de travailler sur notamment un accompagnement qu'on va vous assurer pour développer votre stratégie numérique et Smart City, parce qu'on pense que ces villes là aussi doivent être tout à fait en capacité de développer ce type de projet. Et puis nous sommes aussi investisseurs, et là il y a une sorte de précision pédagogique à faire à chaque fois sans s'en lasser, c'est que quand on dit investissement, les élus locaux disent « Ah, super, voilà ceux qui vont nous apporter la subvention d'investissement ». Eh bien non. Là, on vous déçoit peut-être à ce moment-là, mais la Banque des Territoires n'est pas l'État. Et donc, son mode d'intervention, quand nous parlons d'investissement, c'est que nous venons co-investir dans des objets, dans des opérations pour permettre, avec des opérateurs privés, de réaliser une partie de vos projets. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, nous sommes aussi prêteurs. Et nous avons un des collègues là, qui s'est beaucoup investi, Rodolphe Masson, sur justement l'invention du prêt, renouvellement urbain dédié au programme Action Cœur de Ville, et qui nous permet aussi d'être aujourd'hui avec un produit comme prêteur adapté spécifiquement au projet Cœur de Ville. Prêt plafonné, enfin, il y a un pourcentage. Alors oui, il y a un par pourcentage, rapport au projet. puisque nous sommes, vous savez, contraints par l'État donc à adosser nos prêts sur le livret A, donc c'est le taux du livret A, plus 0,60 points de base pour ce qui concerne donc ce prêt Action Cœur de Ville. Aujourd'hui, combien de moyens avez-vous déjà engagés à ce jour ? On a fait un point hier. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le nombre de projets que nous avons déjà soutenus depuis donc l'année qui s'est écoulée. C'est à peu près 400 projets que nous avons aujourd'hui soutenus, qui correspondent à peu près à 100 millions d'euros que nous avons effectivement engagés. Donc c'est une amorce, parce que quand je vous ai donné le chiffre de 1,7 milliard, aujourd'hui, il y a beaucoup de capacités, mais il y a aussi un temps à respecter. Je pense que c'est important de le dire. Nous sommes aussi aujourd'hui, dans l'essentiel des villes, dans cette phase d'initialisation, c'est-à-dire que nous avons donné, par le programme Action Cœur de Ville, la possibilité de préciser, de peaufiner leur plan d'action, leur stratégie, leur plan d'action, et de préciser les opérations qui vont ensuite être menées. Et nous sommes dans ce moment. Il ne faut pas qu'on se trompe quand aujourd'hui on dit « et alors combien d'actions, combien de projets ?» Oui, ça existe, ça vient, et ça viendra surtout, puisque nous sommes encore dans ce moment où, pour l'essentiel, les villes sont en train de préciser leurs projets et leurs plans d'action. Et vous, j'imagine que vous ne dites pas oui à tout le monde. Quels sont vos critères d'intervention ? Et est-ce qu'on peut venir, là aussi, même question que tout à l'heure, est-ce qu'on peut venir frapper à votre porte hors ACV ? Je pense évidemment au centre-bourg qu'évoquait Madame de la Provoté tout à l'heure. Oui. Alors d'abord, comment on fait ? Nous, le programme Action Cœur de Ville, et c'est en cela qu'il est l'expression vraiment du projet de la Banque des Territoires, parce que l'idée c'est vraiment de rapprocher la Caisse des dépôts des territoires et de leurs attentes, de leurs besoins. Et donc l'essentiel des moyens du programme Action Cœur de Ville dont je vous ai parlé sont dans les directions régionales. Et donc les interlocuteurs, dans chaque d'ailleurs comité de projet, il y a un représentant unique de la Banque des Territoires qui est l'interlocuteur pour traiter de tous les sujets qui vont, ça ne veut pas dire qu'il va traiter in fine de l'ensemble des sujets, mais il est l'interlocuteur qui va assurer ce dialogue, ces échanges, et venir proposer la meilleure solution que l'on peut lui proposer. C'est important parce qu'on est vraiment dans un programme qui en cela est assez différent d'autres, il faut le dire, puisqu'on part vraiment du besoin des territoires comme ils sont et là où ils en sont. C'est-à-dire qu'il y a une forme de respect aussi des territoires dans leur état d'avancement. Il n'y a pas de jugement de valeur parce qu'ils sont moins près ici que là sur tel ou tel sujet. C'est les histoires locales, elles sont à respecter. Et donc nous, on vient faire du sur-mesure, du cas par cas, et en même temps, comme on fait cette promesse, du sans couture, c'est-à-dire qu'on peut à la fois venir accompagner le territoire au moment où il réfléchit sur sa stratégie à la bonne échelle. Le cœur de ville, ce n'est pas que le cœur de la ville-centre, c'est aussi le cœur d'un bassin de vie, et sur des tas de sujets. C'est pour ça que nous, on est très,
très en phase avec ce qu'a porté aussi la DCF ou l'Association des maires de France d'ailleurs, hein, qui a vraiment souhaité que ce programme soit adossé à la fois sur le portage de l'initiative par le maire, bien sûr, ça ne peut pas être autrement, mais en même temps dans l'intercommunalité, parce que toute une partie des solutions ne sont pas nécessairement dans la ville. L'échelle, enfin, la géographie des problèmes n'est pas forcément la géographie des solutions. Et donc, sur tout un certain nombre de sujets, il faut prendre les sujets à la bonne échelle. Donc là, nous pouvons être dans le stade de la stratégie jusqu'à la manière dont on va à réfléchir avec un porteur de projet sur la réalisation d'une opération très précise dans un immeuble à requalifier. On parlait des cinémas tout à l'heure, on a inauguré il y a très peu de temps le nouveau cinéma de Manosque. Nous avons co-investi dans ce cinéma. Et à ce moment-là, nous avons donc une ingénierie très opérationnelle pour accompagner la mise en œuvre de l'opération elle-même. Pour ce qui est en dehors de cœur de ville, nous avons bien sûr des capacités, puisque la Banque des Territoires, elle est, je veux dire, universelle dans sa capacité à répondre à un certain nombre de sujets. Donc oui, on peut répondre aujourd'hui, mais surtout, il y a donc un programme, je ne divulgue rien, puisque ça a été annoncé par les ministres et le président de la République lui-même, donc un programme qui est en train d'être élaboré pour s'adresser justement à ce qu'on appelle aujourd'hui les plus petite centralité, on n'a pas trouvé le bon terme, mais qui est en même temps une réponse effectivement à ce qu'avait souligné la proposition de loi sénatoriale que vous évoquiez tout à l'heure. Et donc il y a un travail qui est en cours, dont je ne peux pas dire grand-chose aujourd'hui, parce qu'on est vraiment en plein dans le chantier, et la Banque des Territoires est dans le tour de table pour regarder comment nous pourrons contribuer à ce nouveau programme, là aussi, au titre de notre engagement comme Banque des Territoires. Les EPL, c'est une carte, un atout, une carte maîtresse dans le jeu des collectivités quand elles vous sollicitent. Absolument fondamental. Et je le dis aux côtés du président, puisque notre directeur de la Banque des Territoires, Olivier Sichel, a signé avec vous une convention lors de votre dernier congrès. Et il y a une partie, d'ailleurs, qui très clairement est concentrée sur le sujet de la redynamisation territoriale et des cœurs de ville en particulier. Oui, c'est vraiment absolument fondamental, parce qu'on voit bien que sur tout un certain nombre de sujets d'ailleurs qui ont été évoqués, c'était un peu vrai des sujets culturels, et ça l'est de plus en plus, vous l'avez dit, mais c'est vrai des sujets de l'habitat, c'est vrai des sujets d'aménagement, c'est vrai des sujets de commerce, de l'économie, qu'il ne faut vraiment pas oublier. C'est un élément fondamental de la redynamisation aussi des commerces. À un moment donné, il faut qu'il y ait des outils qui permettent de traiter cette complexité. Et voilà, ensuite, c'est à la main, évidemment, des décideurs locaux. Et donc là, aujourd'hui, vous le savez, la Banque des Territoires est actionnaire de SEM ou de CEMOP ou de filiales de SEM, puisque c'est parfois à travers ces filiales que l'on va constituer les outils ad hoc. Nous ne pouvons pas faire autre chose pour les SPL que de prêter. Donc là, puisqu'on ne peut pas être au capital par définition d'une SPL. Donc là, c'est vos choix, à vous, décideurs locaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la Banque des Territoires peut vous accompagner, y compris dans la manière dont vous allez organiser vos outils. Dans un moment où ce sujet de la redynamisation des cœurs de ville se pose, comment, avec les outils existants ou à partir des outils existants, ou parfois à partir du vide, qui existe aussi, eh bien, on organise les outils de manière à ce qu'ils soient les plus efficients. Et là, la Banque des Territoires, par ses moyens d'ingénierie que j'évoquais tout à l'heure, peut être déjà dans cette phase-là à vos côtés. Et puis ensuite, quand il s'agit de passer à l'acte, si j'ose dire, c'est-à-dire de rentrer au capital d'une société ou de recapitaliser ou voilà, de créer une filiale, nous pouvons là aussi être partie prenante comme investisseur, pour reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure. Et dans la contribution de la Banque des Territoires au programme Action Cœur de Ville, nous avons identifié 200 millions sur, on va dire, le milliard donc destiné à l'investissement sur fonds propres que nous avons, sur lequel nous sommes engagés. Donc 200 millions pour venir apporter des solutions, donc à travers ce qu'on appelle, nous, des foncières. Alors c'est vrai que l'entrée est souvent sur la question du commerce, mais on se rend bien compte, dans le travail qui est mené, il y a
Là aussi, un collègue, Olivier Dard, qui travaille beaucoup sur ces sujets au niveau du siège. Et on voit finalement que même si le sujet vient par le commerce, très vite, d'ailleurs, la question de et comment on fait, une fois qu'on a traité le socle de l'immeuble avec ce qui est au-dessus, donc souvent c'est des questions de logement, eh bien, on voit souvent donc, que c'est à la fois le périmètre géographique de l'outil foncier qu'il faut bien travailler, mais aussi son périmètre d'activité, c'est-à-dire vraiment permettre qu'il y ait une multiplicité d'activités que l'on va trouver, du logement, de l'activité commerciale, de l'activité économique, du service à proprement parler, y compris du service public. Voilà. Et donc d'avoir ces outils qui permettent de construire aussi donc, ces réponses dans des contextes qui sont souvent, effectivement, vous l'avez dit, très complexes. Et donc, aujourd'hui, on est convaincu que l'organisation de ces outils fonciers, de portage foncier, donc dans le programme Action Cœur de Ville, est une réponse absolument fondamentale à la réussite globale du programme Action Cœur de Ville. Ces questions évidemment de foncier, de foncière, on va y revenir amplement. Merci Monsieur Delannoy, je reviens vers vous tout à l'heure. Madame Rossi, quels appuis votre commune a-t-elle trouvé à Action Cœur de Ville et de quelle manière la revitalisation de Vire-Normandie passe aussi par une SEM, je crois? Oui, alors d'abord, on n'a pas attendu Cœur de Ville pour travailler sur le centre-ville. On disait centre-ville, on disait pas Cœur de Ville. On n'a pas attendu, et fort heureusement, parce que pour avancer, il faut anticiper. Et quand on a créé la commune nouvelle, donc au 1er janvier 2016, le premier rapport d'orientation budgétaire qui a suivi, on a travaillé et on l'a présenté au conseil municipal. On a travaillé sur une programmation pluriannuelle de nos investissements. Donc on est parti sur un format de 40 millions d'investissements et 11 millions de subventions. Donc voilà, avec des priorités autour de la transition énergétique, du cadre de vie, du patrimoine, de l'accès au sport, accès à la santé, etc. Bon. Donc des grosses autorisations de programme, enfin vous connaissez la mécanique. Et donc du coup, ça veut dire que quand on fait ça, on anticipe et on est à la recherche, bien sûr, des cofinancements et la manière dont on va porter un certain nombre de projets au plan juridique. Et d'où la SEM, je viens pour répondre à la question, sur Vire-Normandie, nous avons une SEM avec comme actionnaire principal la collectivité et la Banque des Territoires. Bon. Cette SEM, qui était à l'origine axée sur le logement social, un petit parc, d'ailleurs il va falloir qu'elle évolue avec la loi Elan, on est en train d'y travailler, on a revu le pacte d'actionnaires. C'est-à-dire qu'en fait, dès 2016, on s'est dit, mais on ne peut pas rester uniquement sur le logement social. Enfin, c'est intéressant, mais enfin bon, on n'a pas besoin d'une SEM pour ça, franchement. Il y a des opérateurs qui font ça aussi bien qu'eux. Donc, on a mis en place un deuxième pilier qui est l'aménagement local. Et dans l'aménagement local, il y avait bien sûr comme ligne, le fil rouge, était la reconstruction, les immeubles de la reconstruction. Et à cela, on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on a une région Normandie, je ne dis pas ça parce qu'il y a des élus ici, mais qui a lancé un appel à projet Ville Reconstruite, et c'est vrai que ça a donné encore plus de sens à ce qu'on voulait mettre en place, parce que bon, on a candidaté, et on a eu la chance d'être lauréat de cet appel à projet, et ça a vraiment boosté aussi un certain nombre d'orientations qui ont été mises en place et voulues par l'équipe municipale. Et donc, du coup, par rapport à ce pilier, ça veut dire que concrètement, la SEM a fait le choix d'acquérir des immeubles qui étaient vacants depuis un moment et de les rénover, mais de les rénover de manière qualitative. Là, on est bien dans la problématique des logements vacants, reconstruits, donc des logements inadaptés, qui sont énergivores, inaccessibles, etc. Donc, cette politique-là, on la développe avec la SEM. On la développe aussi dans les cœurs de bourg, parce que quand vous êtes une commune nouvelle, vous avez un cœur de ville, un Vire, mais vous avez les communes rurales, et c'est une seule et unique commune, mais
les communes sont restées assez autonomes, puisque nous sommes une des rares communes nouvelles en France à avoir mis en place ce qu'on appelle les états spéciaux. C'est-à-dire qu'en fait, on verse des dotations aux maires qui continuent à gérer leur patrimoine. Donc ça a été aussi la clé de la réussite de cette affaire-là, hein, parce que commune nouvelle, il faut que tout le monde adhère, sinon ça ne marche pas. Hein. La SEM, dans une commune, je citerai deux exemples, hein, par rapport à ce pilier qui a été un choix du conseil d'administration. Dans une commune qui a été complètement détruite en 1944, la SEM a acheté 2 immeubles du cœur de bourg. Et donc, on est en train de les rénover avec une politique d'accompagnement du petit commerce. Donc, dans cette commune, il restait encore un salon de coiffure et un boulanger. Bon. Donc là, aujourd'hui, c'est en train de se faire. On a le boulanger, on a un nouveau boulanger, parce que l'ancien est parti, qui vient d'ouvrir. Une petite épicerie circuit court, avec un partenariat avec un ESAT qui est spécialisé sur le maraîchage bio. On a un cabinet d'esthétique qui va s'installer et on a 2 infirmières qui s'installent. Donc vous voyez, ça crée une dynamique. Bien sûr. Et on a une autre commune, pareil, commune déléguée, on appelle ça comme ça. La SEM a fait le choix, hein, le conseil d'administration a fait le choix d'acquérir un foncier qui avait déjà été qui était à urbaniser, et de faire un lotissement dans le cadre de la charte écoquartier. Donc on a signé une charte. Hein. Je pense que vous connaissez, mais c'est intéressant. C'est un cahier des charges qui est quand même bien, je trouve bien ficelé, qui fait. Et donc on développe un lotissement dans cet état d'esprit-là grâce à la SEM, hein. C'est-à-dire avec une mixité de logements, hein, logements sociaux, mais aussi accessibilité, propriété, et avec un aménagement très qualitatif. Donc voilà. Alors pour continuer, hein, je ne vais pas mobiliser la parole, mais par rapport à la Banque des territoires. Alors là, je parle de la SEM, mais aussi pour témoigner un peu de la manière dont on travaille avec la Banque des territoires. Dans 15 jours, là, une commission des finances, on a demandé donc aux représentants de la banque territoriale, hein, Rudy Poster, que je vois là-bas, de venir présenter, je vais prendre les différents prêts à la commission finances, hein, parce qu'on va faire un emprunt. Et donc, Rudy viendra présenter cela à l'ensemble des élus. Hein. Donc ça, c'est aussi important. On est en train de réfléchir aussi à la création d'une CEMOP parce qu'on a un projet c'est plus qu'un projet, c'est quasiment, on est prêt, on va prendre la décision en juillet. On a un projet de parc photovoltaïque sur Vire-Normandie et ce parc alimentera les bâtiments publics du cœur de ville. Hein. Donc voilà. Et donc du coup, on est en train de réfléchir à la création d'une CEMOP. Et là encore, la Banque des territoires nous aide à réfléchir sur ce type d'outil juridique. Puisque ça rentre dans le cadre de vie plus durable que vous exposiez tout à l'heure. Voilà. Merci. Donc, on entend bien effectivement ces instruments forts que sont les EPL. J'imagine que ces propos, Jean-Marie Sermier, vous les entendez avec une grande satisfaction. Vous-même, d'ailleurs, à Dole, vous avez pour l'occasion créé une SPL pour faire quoi de plus ou de mieux ? D'abord, nous nous sommes appuyés sur une SEM existante pour assurer le travail, CEDIA, pour ne pas la nommer, et qui donc nous a en partenariat assuré effectivement un certain nombre de projets. Mais concrètement, pour réaliser ces projets, il fallait les porter. Et c'est là où on s'est retourné vers la création d'une foncière, société Grand Dole Développement, tout simplement parce qu'on a pensé judicieux de garder la maîtrise complète dans une ville qui a un patrimoine fort, mais dans une ville où il y avait un certain nombre d'immeubles qui étaient en désuétude et où les propriétaires étaient peut-être moins concernés qu'on l'aurait souhaité. Alors il a fallu convaincre, mais on s'aperçoit que dans ce genre de cas, vous savez, quand vous avez un petit immeuble particulier avec une dizaine de logements et 3 commerces potentiels, mais que finalement les 2 logements qui sont occupés encore réussissent à faire payer les charges de l'ensemble, donc finalement, plus personne ne bouge et on attend. Et vous avez des héritiers qui n'habitent plus depuis quelques générations d'ailleurs dans la ville, qui n'en cherchent pas aucune autre rentabilité. Donc il a fallu pousser tout ça, mais on se rend compte qu'à la fin, ça coûte, et ça a été déjà dit ce matin, mais je le répète, ça coûte beaucoup plus cher
de réaménager ce petit immeuble particulier, d'en faire 10 logements, effectivement, avec une complexité, parce que vous avez au premier étage un appartement un peu grand standing qu'on peut faire parce que c'était l'appartement du maître de maison. Au deuxième étage, vous avez l'office qui peut venir, ou la SEM immobilière qui peut venir parce que effectivement on peut en faire des logements adaptés. Et donc on a une mixité. Et puis en rez-de-chaussée, évidemment, rénover les espaces commerciaux qui ne répondent plus aux attentes. Donc tout ça, pour le faire, beaucoup d'énergie et une rentabilité financière qui n'est pas bonne, il faut dire les choses. Et qu'on aurait eu meilleur temps de faire un lotissement en périphérie de la ville avec une zone commerciale. Pas de souci, là, on allait y arriver plus vite et moins cher. Donc, si vous voulez, et à un moment donné, vous n'intéressez plus aucun opérateur privé dans cette opération. Et donc, il faut trouver des solutions, et la solution, c'est une SEM ou une SPL. C'est pour ça aussi, je le dis, par rapport à toutes les personnes qui peuvent s'inquiéter du statut des SPL maintenant, avec l'arrêt du Conseil d'État du 14 novembre. Moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais si on n'avait pas ces structures-là, nous n'aurions pas d'opération réalisable. Et donc, je fais partie de ceux qui pensent que les SPL doivent répondre à des attentes des élus sur des territoires quand on est en difficulté, mais qu'il n'y a aucune raison qu'on réserve que les opérations déficitaires à l'économie mixte. Et puis qu'on appelle le privé, j'ai rien contre le privé, vous connaissez mes engagements, mais qu'on appelle le privé là où il y a un équilibre, voire une rentabilité intéressante, et puis que la SPL fera tout ce qui est déficitaire. Donc vous comprenez bien que la SPL doit se nourrir des actions excédentaires pour assurer un certain nombre d'opérations déficitaires, et que tout ça est un ensemble, et qu'il y a à un moment donné, il faut que des collectivités, ayant pas forcément la totalité des compétences, puissent être dans cette structure. Je remercie Sonia, parce qu'au Sénat, vous avez voté un texte, donc la PPL d'Hervé Marseille, groupe UC, donc félicitations, donc à l'unanimité, et j'espère que mes collègues de l'Assemblée nationale en feront de même le 9 mai prochain, pour que le vote conforme puisse régler le problème de quelques grandes administrations françaises qui n'ont pas complètement compris que les élus avaient pris le pouvoir en 82. Mais donc, il y a un moment donné, je pense que c'est important d'avoir des structures. Je crois qu'on a recensé environ 70 foncières qui sont en projet sur les 222 villes qui ont bénéficié du label Cœur de Ville. Et donc, je crois que c'est une logique complète, c'est un outil de plus. Nous ne sommes qu'un outil, mais c'est un outil essentiel qui permet d'assurer la volonté politique des élus. Très bien, donc on l'entend bien, la foncière est vraiment au cœur de l'action pour le cœur des villes. Et Magali Vernier-Gauvreau, donc ça c'est votre terrain de prédilection. Vous voulez mon micro? Vous en avez un. Effectivement, parce que c'est pas simple. Vous, effectivement, la SEMA Est est sur ce terrain depuis fort longtemps. Alors la SEMA Est, c'est quoi? C'est une SEM d'investissement, c'est une SEM immobilière, c'est une SEM d'aménagement? Alors, c'est d'abord une SEM parisienne, ce qui va nous être reproché tout de suite. Donc, comme ça, j'évacue le sujet, puisqu'en fait, voilà. Et comme ici, j'ai mon vice-président, ça va bien. C'est simplement, il se trouve qu'à Paris, on a connu le problème, je dirais, 15 ou 20 ans avant les autres, et avant qu'il y ait Action Cœur de Ville. Pas une ville moyenne. Qui n'est pas une ville moyenne, mais qui est un ensemble de quartiers, avec des problèmes de vacances commerciales, des problèmes de spéculation, des problèmes de communautarisme, des problèmes de commerce dégradé, des commerces de spéculation sur les librairies, du quartier latin ou autres. Donc, on avait ce sujet depuis très longtemps. Et je dirais, donc, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, à l'époque, a pris effectivement cette notion de temps d'avance pour anticiper ces problèmes commerciaux et demander à sa SEM, finalement, de faire ce travail et d'être cet outil dont parlait le président Sermier à l'instant, c'est-à-dire d'être un acteur du commerce et avant tout un acteur foncier. Parce qu'on parle bien aujourd'hui de maîtrise foncière et ça. Il y a aussi des notions d'aménagement, d'environnement commercial, d'animation, tout ce qu'on peut imaginer, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on tourne autour de ces problématiques de maîtrise foncière publique locale. Et donc, c'est ce qui a permis de lancer, à l'époque, d'inventer ce qui était Vital Quartier, ce qui est devenu, avec l'aide de la Fédération des EPL, dans la loi donc ACTPE, le fameux CRAC, Contrat de revitalisation artisanale et commerciale, où en fait, la ville va déléguer le droit de préemption urbain et contractualiser avec sa SEM ou sa SPL.
y compris quand il n'y a pas d'aménagement. L'intérêt de cette opération, c'est que c'est une concession d'aménagement sans aménagement, quand il n'y a plus de foncier, pour avoir uniquement le rez-de-chaussée commercial. Et c'est pour ça que j'insiste sur la notion de DPU. Il ne s'agit pas du DPU global, droit de préemption urbain, pour du bailleur social, pour du logement, mais juste pour du commerce. Donc ça veut dire, vous voyez déjà, il y a toute une notion, document d'urbanisme, repenser son document d'urbain pour sécuriser les contentieux, essayer effectivement de maîtriser. On voit bien qu'on est dans une logique globale d'urbanisation avec des OAP commerce ou des OAP centre-ville, etc. Donc on a toute cette logique. Aujourd'hui, la CMAEST maîtrise à peu près 600-650 commerces, mais pas que des commerces qu'on a acquis nous-mêmes. Donc l'autre slide. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc aussi, j'insiste, quand vous avez un pôle de compétences que vous développez, ça n'est pas seulement pour acquérir, ça peut être aussi tout simplement pour gérer. Ici, par exemple, ce sont des opérations de gestion en bail amphithéotique de locaux des bailleurs sociaux, dans une opération de renouvellement urbain à Barbès. Je cite exprès là-dessus, parce que Barbès, vous avez des loyers qui sont tout à fait des loyers que vous allez retrouver dans un certain nombre de villes. On est sur des notions de rentabilité compliquées. Et là, on est vraiment dans une opération de remembrement global, où la CMAEST a finalement contractualisé pour reprendre plusieurs dizaines de pieds d'immeubles de différents bailleurs sociaux dans une opération d'ensemble. Mais vous pouvez avoir la même chose, le même type de fonctionnement, par exemple avec les EPF, les établissements publics fonciers, où les EPF savent de plus en plus investir et acheter, mais ils ne savent pas commercialiser et gérer. Donc votre SEM peut mutualiser les compétences de gestion et de commercialisation pour cela. Je vais vous donner des exemples de ce qui se fait après. La suite, s'il vous plaît. La suite, s'il vous plaît. Voilà, donc la foncière Paris Commerce, c'est une foncière qu'on a donc créée avec la Caisse des dépôts, Banque des territoires, qui est plus une foncière de défaisance, c'est-à-dire pour sortir des commerces d'opération d'aménagement, comme celle de la ZAC Pajol que vous voyez là, ou quand on va revendre ces commerces, l'idéal c'est de les revendre aux commerçants occupants, ou un investisseur sous clause d'affectation, mais parfois c'est compliqué, le commerçant n'a pas les épaules, donc on va à ce moment-là porter un peu plus longtemps. Donc c'est un outil parmi d'autres. Vous voyez, on a déjà la SEM ou la SPL, le contrat de revitalisation ou la concession d'aménagement, la gestion en bail amphithéotique ou les mandats de gestion. On fait aussi ça pour des privés. Hein. On est aussi gestionnaire, chez toi Philippe, de Breguet, d'une belle opération avec un promoteur immobilier. Ça permet de ne pas acheter, encore une fois. Voilà, exactement. Et donc avec cette foncière, ça permet aussi de faire mûrir les projets. Et ce sont des projets qui se retrouvent absolument partout. Donc, les dernières slides, voilà. Je vais vous présenter des choses qui existent et vous allez voir que c'est pas... Alors, on parle beaucoup d'action cœur de ville, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va se retrouver partout. Par exemple, ici, vous avez alors, les métropoles, je les ai choisies volontairement. La CMAEST, aujourd'hui, fait aussi des actions d'accompagnement et de transfert de savoir-faire, puisque nous, on pense que les EPL, c'est vraiment le bon outil. On croit au fait local, hein. On croit que c'est de sa part de la base, hein, comme vous l'avez tous dit. Et donc, c'est vraiment important de créer sa structure ou de diversifier sa SEM, comme on l'a été, en créant des compétences commerce. Mais pour ça, chaque territoire a sa stratégie. Donc, il faut aller investiguer, faire le diagnostic, savoir de combien de locaux on parle, dans quel état ils sont, combien ça va coûter, quel partenariat à faire. Enfin, Madame la vice-présidente, vous le faites aussi Aix-les-Bains, ce partenariat entre l'EPF, la SEM, c'est vraiment précieux. Donc, par exemple, à Grenoble, à la métropole, ils viennent de délibérer à l'unanimité pour acquérir du foncier non seulement sur Grenoble, mais sur les 34 communes autour, donc avec des mailles de territoires très différentes, hein, des quartiers en politique de la ville, des quartiers dégradés, d'autres très urbains, avec par exemple un équilibre pour ne pas avoir dans la SEM que, entre guillemets, des locaux compliqués ou des locaux pourris, mais aussi des locaux de bonne rentabilité pour pouvoir équilibrer. À Toulouse, même chose, à Arnaud Bernard, qui est vraiment le cœur de ville, à Brest, qu'on accompagne pour que la diversification de la SEMPI, qui faisait du portage classique de renouvellement urbain et qui est en train de se poser la question des commerces, mais aussi quelque chose d'intéressant, puisqu'on est l'AMO de la Banque des territoires de la région Bretagne, qui a formé un groupe de travail avec la région, justement, l'État, l'EPF local, enfin le PFB, et la SEM-Brest, qui est la SEM régionale, pour expertiser finalement le principe d'une foncière qui soit un opérateur de centralité sur les centres-bourgs et centres-villes. Donc c'est l'appel à projet, c'est avant Action Cœur de Ville, c'était l'appel à projet État-région, lancé donc il y a 3 ans, voilà, c'est ça.
Donc on a expertisé 25-30 sites pour voir effectivement la formule, la montée. Et je crois que ça y est, en tout cas les élus ont décidé d'y aller. Donc on voit qu'il y a des tas de formes différentes. Et dernière chose, y compris en région parisienne, parce que j'insiste, je parle de la région parisienne, mais je pourrais parler de la même chose de la région lyonnaise ou de l'île Roubaix-Tourcoing. Ou normande. Ah, c'est pas non, la métropole, c'est-à-dire des régions urbaines dont on dit qu'elles n'ont pas de problème. Or, moi je tiens à le dire, il y a aussi des problèmes et des demandes de cœur de ville, y compris dans les conurbations. C'est une demande générale des habitants d'avoir des cœurs avec du commerce, des centralités. Et donc, nous, on intervient alors hors des... Forcément, on n'est pas labellisé Action Cœur de Ville, hein, parce que la métropole du Grand Paris n'est pas éligible. Mais pour autant, il y a des tas de choses. Donc, par exemple, le territoire Plaine Commune, qui travaille à diversifier sa SEM pour un pôle commerce, ou Champigny, où on a accompagné la ville pour lancer un contrat de revitalisation avec une petite SPL. Villeneuve-le-Roi, Breil, 15 000 habitants, c'est aux portes d'Orly qui a envie de retrouver une centralité. Donc j'insiste sur le fait que c'est vraiment quelque chose d'universel et qui ne doit pas non plus porter le focus, alors je m'excuse, on m'a dit uniquement sur la ruralité et uniquement sur la vacance. Parce qu'il y a aussi des problèmes de déqualification, de dégradation, de spécialisation, et le commerce, c'est un tout. Je crois que vous m'aviez dit au téléphone que vous travailliez aussi avec Alençon, ou qu'il y avait des On travaille aussi avec Alençon. Donc on est, je ne sais pas si je l'ai mis là-dessus. Voilà, ici, c'est intéressant parce qu'Alençon, justement, la dernière fois que je suis venue à Lisieux, on a rencontré les gens d'Alençon qui se posent la question et qui vont se lancer. Alors eux, ils sont labellisés Action Cœur de Ville. Peut-être travailler avec la SEMCHA. J'étais avant-hier à Vichy, où Vichy a sa SEM, qui est la SEMIV, et qui, elle, est une SEM logement, un peu comme vous, exactement un bailleur social qui s'est ouvert et qui a envie de travailler sur le commerce, avec peut-être le PFL Auvergne. Et puis, quelque chose qui est intéressant, 3 communes, Vienne, Montbrison, Tarare, qui sont toutes labellisées, mais dont toutes, je crois, à qui on a dit, vous n'avez pas la maille pour faire des SEM, et qui sont de 3 départements différents, le Rhône, l'Isère et la Loire, et qui décident, donc ils nous ont confié une mission, on commence le 16 mai à Vienne, pour réfléchir à ce moment-là à quelque chose qui pourrait être 3 contrats bilatéraux avec la même SEM. Finalement, au lieu de créer un outil, ça serait peut-être la SERL lyonnaise avec Epora, enfin, c'est des questions qu'on se pose, ils sont dans le comité de pilotage, pour tester des contrats ville par ville avec un même opérateur. Donc vous voyez, on est dans la créativité à tous les échelons. Vienne, c'est 30 000 habitants, Montbrison, c'est 16 000, Tarare, c'est 10 000. Donc je crois qu'on est en train d'inventer quelque chose. Merci. Donc effectivement des foncières pour prendre la main pour acheter, pour rénover, puis ensuite pour vendre ou pour louer, mais à qui? Deuxième partie donc de cette table ronde, c'est quel commerce sur la place, quel commerce viser pour être sûr de séduire le chaland, et puis peut-être plus largement quelle boucle commerciale dessiner. Alors tout à l'heure, Monsieur Delannoy, vous nous parliez effectivement de la nécessité d'une offre qui soit adaptée au bassin de vie, qui soit peut-être aussi diversifiée par rapport, enfin caractérisée par rapport à l'offre qu'on peut trouver en périphérie. Monsieur Samy ajoutait en tout début d'échange qu'il n'était pas question de recréer la carte sépia des années 50. Alors, on va vers quoi aujourd'hui? L'enchaînement est intéressant parce que on a passé là du temps sur les outils et finalement de revenir par vos questions et la deuxième partie de cette table ronde aux éléments fondamentaux permet aussi d'insister sur ces points-là. C'est-à-dire que l'outil n'a de sens que si on a le projet. Et qu'en matière de commerce, ça nécessite, je crois, un exercice de grande lucidité, de clairvoyance et parfois d'une vision vérité sur ce que sont les enjeux du commerce dans un territoire. Moi, je ne vais pas y aller par 4 chemins. En France, aujourd'hui, il y a une suroffre commerciale considérable. Et tout un certain nombre d'implantations de commerce se sont faites, continuent à se faire, indépendamment des besoins du territoire lui-même.
il y a des logiques qui sont des logiques économiques, financières, une organisation du commerce qui fait que finalement l'enrichissement en quelque sorte ne se fait pas forcément sur le point de vente, mais dans d'autres segments du commerce organisé. Ça, c'est des sujets dont on a beaucoup parlé à certains moments et dans certains endroits, que nous avons partagé beaucoup avec la DCF par exemple. Il y a des travaux maintenant scientifiques qui ont démontré tout cela. Je dis tout cela pourquoi ? Parce que au moment où nous parlons de tous ces sujets, il y a 5 millions de mètres carrés autorisés. Donc, autorisés, et quand on regarde où sont-ils autorisés, à 95%, ces 5 millions de mètres carrés autorisés le sont dans la périphérie de nos villes. Et ça concerne d'ailleurs très majoritairement les villes dont on parle, les villes moyennes ou des petites centralités. Ce qui veut dire qu'on n'en a pas tout à fait fini avec le développement d'un certain nombre de mètres carrés qui, voilà, moi je le dis quand même, comme on l'a observé, les territoires qui ont, alors avant on aurait dit réguler, maintenant ça ne se dit plus, donc on va dire aménager leur territoire sur le plan commercial, qui ont effectivement soit des chartes, soit des schémas d'urbanisme, qui ont donc finalement choisi là où irait le commerce, mais aussi là où il n'irait pas. À l'échelle de l'agglomération, à tout coup, quand même, ce sont des territoires dont les cœurs de ville ont tenu et ont aujourd'hui une vitalité. Et encore une fois, ce que je dis là n'est pas une impression, c'est aujourd'hui des éléments qui ont été démontrés par une quantité d'ailleurs de rapports, et y compris par des travaux scientifiques. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi à l'échelle européenne. Quand on regarde là où il y a eu, comme en Grande-Bretagne, par certains aspects, ou en Allemagne, ou dans certains endroits de l'Europe, comme la Catalogne, une interprétation finalement aussi du droit européen permettant d'être finalement assez exigeant sur les lieux d'implantation des commerces, on a effectivement une intensification du commerce dans la tâche urbaine et beaucoup moins répandue en périphérie. Donc aujourd'hui, par rapport à votre question, je pense que c'est d'autant plus complexe que ce commerce organisé comme on l'a connu avec les hypermarchés, les galeries commerciales, ce commerce-là aussi, il est en crise. Et qu'aujourd'hui, il connaît des phénomènes de rétraction extrêmement sévères. Vous avez peut-être entendu l'actualité, alors c'est Auchan, c'est le chiffre d'affaires de Casino qui est aussi dans des logiques qui ont été beaucoup commentées ces derniers temps. Et aujourd'hui, donc, à la fois le modèle du commerce organisé est en crise, le modèle du petit commerce, le commerce de proximité, a été quand même vivement attaqué, comme on l'a dit, durant ces 30 ou 40 dernières années. Et le commerce numérique n'est pas au bout de ses impacts. Et aujourd'hui, moi j'assume, mais après avoir partagé ces sujets avec beaucoup de monde, et y compris, je le disais, à l'échelle internationale, il faut assumer qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que seront les points d'aboutissement finalement des mutations fulgurantes que nous connaissons dans le domaine du commerce. Toutefois, il y a des éléments qui se dessinent. Et dans les éléments qui se dessinent, il y en a deux, je crois, assez nets, là aussi à l'échelle internationale, mais aussi dans notre pays. C'est qu'il y a une tendance qui me semble assez irréversible, c'est que de plus en plus le bien ou ce que l'on achète vient vers le client, que ce mouvement-là, il est plutôt effectivement dans une tendance qui s'affirme et que donc il faut aussi l'anticiper d'ailleurs dans l'organisation de nos aménagements. Et puis, deuxième tendance, c'est qu'il y a en même temps une recherche de proximité, d'une nouvelle proximité. Ce que vous évoquiez sur les circuits courts, sur l'exigence que l'on a aussi de ce que l'on achète sur le plan éthique, sur le plan évidemment de la qualité, sur le plan biologique. Tous ces éléments-là font qu'il y a une offre et qui va très bien avec la destination du cœur de ville. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, les territoires qui se sont engagés dans l'organisation d'une offre donc de destination, et donc qui est un choix fondamental de différenciation
avec ce qui est offert dans la périphérie sont des choix gagnants. Et là encore, heureusement, ce n'est pas qu'une spéculation, puisqu'on voit aujourd'hui des villes qui ont des taux de vacances qui se réduisent, qui ont une intensification de l'offre commerciale avérée, mais voilà, qui sont finalement le résultat d'une approche à la fois d'aménagement de leur territoire, petit 1, et deuxièmement, d'un choix très résolu d'une différenciation dans l'offre du cœur de ville, et notamment en faisant du cœur de la ville la destination. Alors on pense, vous parliez tout à l'heure, monsieur l'adjoint et président des bars, et évidemment tous ces éléments qui font la cohésion sociale, qui font les lieux de rencontre, ça aussi ce sont des éléments qui s'intensifient comme offre dans les cœurs de ville. Donc voilà un petit peu ce panorama, mais en assumant, je crois, en tout cas pour ce qui me concerne, peut-être aussi collectivement, qu'on est au milieu de mutations d'une fulgurance inouïe, et donc qui aujourd'hui impacte fortement le commerce, mais qui n'impacte pas que le commerce. Et je dis juste un petit mot supplémentaire, je ne veux pas être trop long. Mais on a déjà pris beaucoup de retard. Mais on parlait des banques, par exemple, ou des assurances. On a parfois, vous parliez tout à l'heure du patrimoine froid, on a parlé parfois des rues froides avec la présence de banques, puisqu'effectivement, c'est rare qu'un samedi après-midi, on aille lécher les vitrines des banques ou des assurances. Mais ce qui va arriver, là aussi, de manière irréversible, c'est que la place que ces services ont dans nos villes va se réduire de manière assez forte, et que ce mouvement, il est devant nous. Et que donc nous devons aussi anticiper cette transformation de la place des services dans nos cœurs de ville. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de services, c'est que ces services sont rendus autrement et qu'ils nécessitent physiquement moins de place. Et donc c'est aussi des générateurs de flux, voilà, qu'on n'aimait pas toujours trop, parce qu'on disait que ça prenait la place des commerces ou des activités plus chaudes, mais n'empêche qu'il faut aussi qu'on anticipe ces mutations qui sont devant nous et qui vont aussi impacter nos cœurs de ville. Merci. Alors effectivement, on a pris du retard, donc je vais demander aux intervenants d'avoir des réponses courtes pour qu'on puisse finir, et que la salle surtout ait du temps pour poser des questions. Madame aussi, la question des enseignes à Vire-Normandie, c'est oui, une question prégnante. Oui, mais c'est pas qu'à Vire-Normandie. Je pense que la problématique aujourd'hui pour aller... J'entends bien. Vous êtes mon exemple. Oui, d'accord. Pour aller, je dirais, illustrer un peu ce que vient de dire monsieur, je crois que la préoccupation aujourd'hui des cœurs de ville, c'est de faire en sorte que le commerce de proximité... Alors déjà... sur Vire-Normandie, le commerce de proximité, madame et vous, il est de compétence communale. Ça a été un choix délibéré des élus. L'aménagement commercial, c'est l'Interco. Le commerce de proximité, c'est les communes. Donc ça a fait l'objet de débats. Ça a été décidé comme cela parce qu'ils considèrent vraiment qu'il faut avoir la main là-dessus, au plus près de ce qui se fait et de ce qui se vit. Moi, je suis persuadée que, parce qu'en plus, on a fait une enquête, on a répondu à la dernière appel à projet du FISAC. Il y a eu une enquête qui a été faite, puisque c'était obligatoire, auprès d'un échantillon représentatif des habitants. Quelles sont les attentes des habitants en termes de commerce de proximité ? Il y a des attentes. Clairement, il y a des attentes fortes. Et c'est très simple, et il n'y avait même pas besoin de faire une enquête pour le savoir. C'est quoi ? C'est le commerce de proximité, c'est l'alimentation. Les circuits courts, alors là, franchement, et la petite restauration. Ça, vraiment, c'est extrêmement demandé. Vraiment, Et je pense que vous avez aussi les mêmes problèmes que nous. Nous, par exemple, sur Vire-Normandie, on n'a pas de pâtissier chocolatier. Juste un exemple précis. On n'a pas de pâtissier chocolatier. On a eu du mal à trouver un boucher, un endroit précis. Ça y est, on l'a trouvé. On a fait un travail terrible. Enfin, on a fait des annonces sur le Bon Coin, machin. On est allé voir la Chambre des métiers. On est allé voir les CFA. On a discuté avec les jeunes dans les circuits, etc. Je pense que c'est ce travail-là qu'il faut faire. Il faut vraiment, vraiment se rapprocher des chambres des métiers au niveau national de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, valoriser les cursus des jeunes qui osent encore se former de ce genre de formation, parce qu'on a des vrais savoir-faire, et les aider à s'installer, et leur donner envie de venir dans nos cœurs de ville et cœurs de bourg. Voilà. Merci. Alors, on a entendu, Madame Casanova, que ce n'était pas le cas à Vire-Normandie. Effectivement, la compétence n'était pas intercommunale.
qu'est-ce que le fait qu'elle soit intercommunale, enfin qu'il y ait eu une délibération en ce sens, permet de faire autrement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer à ce moment-là dire que le commerce centre-ville, ça va être le commerce de tous les territoires, qu'on met en place, je ne sais pas moi, des transports, enfin, qui vont des lieux aux autres, que s'il n'y a pas de charcutier ou de pâtissier à un endroit, bah, finalement, on peut faire en sorte que des flux aillent dans les autres parties du territoire pour porter les tartes et les œufs de Pâques. Non, mais ça me pose pas de souci que la compétence soit communale. L'essentiel, c'est qu'il y ait le débat et que les élus se soient positionnés sur qu'est-ce qui sera le mieux, à quelle échelle on va le mieux répondre aux besoins de nos populations. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, il y a les besoins, il y a le projet. Les outils, c'est après ces questions-là. Donc moi, ça ne me pose aucun souci et qu'il y ait une partition. Je pense qu'une commune, comme une intercommunalité selon les territoires, seront à même de répondre. Demain, je pense que je partage 100% de ce qui a été dit il y a quelques minutes sur la nécessité, sur l'humilité qu'on a à avoir face au changement. On ne les maîtrise pas. Les mètres carrés autorisés, vous avez raison. En ce moment, au niveau de la Commission nationale d'aménagement commercial, on s'est rendu compte que ce qui nous manquait, nous, les élus sur cette commission, c'est un droit de suite ou un regard sur ce qu'on a autorisé. Aujourd'hui, quelqu'un au niveau du service est chargé d'aller expertiser quelques projets. On verra si la loi peut mettre ça de façon plus codifiée. Effectivement, il y a des enseignes qui aujourd'hui ont des mètres carrés. Les projets autorisés, on n'a pas pu les voir parce qu'ils ne sortiront pas. Ils sortiront pas du tout ou ils sortiront très lentement avec une difficulté. D'ailleurs, ça interroge notre capacité, l'autorisation qu'on a donnée, parce que dans des grands rétails, ils vont sortir au compte-gouttes. Comment est-ce qu'on sédimente la demande? Comment est-ce qu'on voit véritablement l'impact de ce qu'on aura autorisé? Ça interroge beaucoup. On est aussi très interrogatif, comme vous l'êtes, et ça interroge la compétence. Quel service on attend demain? Je pense qu'il y a un sujet sur lequel il faut qu'on s'interroge. C'est aujourd'hui, on met un focus sur les centres-villes. Sonia de la Provôté l'a dit, pour les centres-bourgs aussi, il y a peut-être, dans les métropoles, dans certains quartiers des métropoles, il peut y avoir aussi. Donc, qu'on ait à la fois des outils qui soient suffisamment globaux pour nous permettre d'embrasser toutes les réalités, parce qu'à concentrer les moyens sur un segment dont on considère qu'il est fragile, et à juste titre, on risque de priver de moyens peut-être moins subséquents, mais dans d'autres segments qui seront ceux qui seront fragiles demain. On le disait tout à l'heure, parfois, dans certaines communes, la zone périphérique, elle est aussi importante pour éviter la totale évasion commerciale vers quelque chose de plus loin. Et c'était des établissements, pas des supérettes, vous avez raison, mon propos était maladroit tout à l'heure, mais des unités commerciales vieillissantes peuvent avoir des besoins, effectivement, de réhabilitation pour garder une attractivité dans un secteur. Donc, je modifie mon propos. Donc, je pense qu'on a cette humilité sur les outils. Le besoin, j'aurais envie de dire, dans la discussion à l'échelle intercommunale, c'est de faire dialoguer les acteurs. Dans le propos qui a été tenu par la CMAS, on échangeait tout à l'heure, on dit souvent qu'on manque d'outils. Moi, j'ai envie de dire qu'on a des acteurs qui ont chacun une part de la solution. Il faut qu'ils dialoguent et qu'on arrive à trouver comment est-ce qu'on crée de la valeur ajoutée et comment on la capte les uns et les autres sans se faire de la concurrence. Je crois que c'est ça, et c'est dans le dialogue intercommunal, je pense que c'est ce qui est très utile. Et moi, j'avais envie, j'ai la parole, de rajouter un petit élément. Une petite minute sur quelque chose. Non, mais la gardienne de l'horloge, mais je suis bien obligée. Quelque chose que je trouve important. Aujourd'hui, on a débattu tout à l'heure sur l'ABF. On débat aussi beaucoup des questions. Le commerce en périphérie se développe parce qu'il n'y a pas les surfaces commerciales suffisamment grandes disponibles en cœur de ville. C'est un des mantras. C'est pour ça qu'on va à l'extérieur. Sur l'ABF, moi j'ai envie de dire, je partage totalement ce qui a été dit par Sonia de la Provôté. On a des dialogues constructifs avec les ABF et on en a besoin pour une bonne raison. Il n'y a jamais de problème avec la boulangerie lambda qui veut créer son enseigne. On a un véritable problème avec les enseignes qui veulent nous imposer leur charte graphique. Ils veulent que l'enseigne, elle soit partout pareille, à Paris, à Brest.
les réalités locales ne sont pas les mêmes, les architectures ne sont pas les mêmes, et c'est tout l'usage de l'ABF d'avoir une règle qui permette de faire évoluer la règle. Et je veux donner un exemple aussi d'une grande enseigne au niveau de la Commission nationale d'aménagement. On a refusé tous ces projets pendant quelques années sur le biais, sur une disposition que nous avions qui nous permettait de juger de l'insertion architecturale et de l'usage des matériaux locaux. Cette grande enseigne, je vais la citer parce que c'est Lidl. Ils avaient un concept qui nous ont collé partout en France. Aujourd'hui, demain, on aura des Lidl, on commence, qui auront changé parce qu'on leur a refusé tous leurs projets à un moment. Donc la règle, à un moment, est-ce qu'on est capable de dire, est-ce que toutes ces marques de prêt-à-porter qui nous disent aujourd'hui j'ai besoin de 400, 500, 600 mètres carrés, écoutez, peut-être que si on leur dit non partout, peut-être qu'ils sauront faire à 100 mètres carrés quelque chose et qu'ils réinventeront aussi leur modèle. Madame Vernier-Covo, je sais qu'à Paris, vous avez mis en place des testeurs. C'est une façon, ça, justement, de viser le bon commerce, de tester, comme le nom l'indique, avant. Moi, je rebondirais sur ce qui a été dit par Madame Casanova, parce que je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire la singularité, c'est ce que je disais aussi, la singularité, c'est important, et les centres-villes sont des lieux de vie. Donc, il faut, c'est là que nos outils sont importants, faire de la couture. Donc, je vais passer peut-être, par exemple, quelque chose qui n'a pas forcément été dit, mais qui me paraît aussi important, c'est la notion de rez-de-chaussée actif. C'est la slide numéro 2. Voilà. C'est le fait qu'on parle de commerce, mais il n'y a pas que le commerce. Donc, pour nous, le commerce, et pour tout le monde, c'est effectivement une façon d'animation, c'est aussi de l'artisanat, c'est aussi de la création, c'est aussi les Fab Labs, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Non, ce n'est pas ce document. Je crois que voilà. On va y arriver. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important. Donc, on est vraiment sur la notion d'animation et de mixité et de faire de la dentelle et de la couture. Et notamment, par exemple, aussi penser à la reconversion de pôles artisanaux. Donc, encore après. Merci. Encore. Voilà. Je vous présente, par exemple, des éléments comme le viaduc des Arts. Alors là, c'est une reconversion d'une voie ferrée, mais la même chose, on a transformé des voûtes, mais ça peut se faire dans des tas de pôles industriels, ça se fait dans des friches. Donc, pensez aussi à la notion d'artisanat. La notion d'artisanat d'art, mais pas seulement. Il y a aussi l'artisanat du BTP, il y a des tas de choses qui peuvent se faire. C'est-à-dire que nos centres, on a parlé tout à l'heure effectivement de notions de showroom qui peuvent exister, même si l'unité de fabrication est plus loin. C'est aussi penser à diversifier nos villes et, comme tu disais, pas recréer la ville des années 70, mais inventer d'autres activités en installant des locaux hybrides, des laveries-cafés, des ludothèques, des choses comme ça différentes. Et par exemple, là je vous montre aussi la notion de testeur de commerce. Donc, typiquement, cette notion de testeur, alors le copyright est déposé, n'est-ce pas? Mais, parce que Chalon a fait le même, c'est par exemple typiquement quelque chose qui permet à la fois de tester, comme son nom l'indique, des activités qui peuvent être faites en ligne et qui vont être faites physiquement, ou des projets avant d'avoir un 369, mais ça permet aussi de créer du buzz, d'avoir un endroit où il se passe quelque chose, de créer du flux. C'est un endroit où, tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont installé ce mois-ci? Parce que c'est des baux de 15 jours à 4 mois. Ce n'est pas la boutique à laisser, on va faire un bail dérogatoire, etc. C'est vraiment, il se passe quelque chose avec des gens qui vont amener leur communauté. Par exemple, là, on avait commencé avec du dressing partagé, d'habits pour femmes enceintes et enfants, où là, on a toujours besoin de venir, on n'achète pas. Où on a mis un disquaire, on a mis de l'agriculture urbaine pour que les gens commencent à acheter des produits spécifiques, des jus de fruits et légumes, des boutiques du sommeil, on a des tas de gens qui vendent des matelas en ligne, sauf que les matelas, on a envie de les essayer. Donc, du coup, voilà. Il faut faire venir les gens avec des choses un peu ludiques et qui ne sont pas concurrentes des galeries commerciales, qui ne sont pas forcément des grandes enseignes, qui sont des créateurs, qui sont des gens en reconversion. Et ça fait vivre et ça crée de l'emploi. Et donc, comme je sais que le temps est court, je voulais juste finir là-dessus en disant, vous voyez que c'est un métier particulier, c'est vraiment des compétences commerce. L'urbanisme commercial, c'est déjà compliqué. Les baux commerciaux, c'est compliqué. Comme vous le disiez, aller chercher des prospects, des porteurs de projets. Donc, si vous voulez diversifier vos EPL, diversifier vos SEM, j'insiste sur le fait qu'il faut aller recruter ces fameuses compétences du privé. Donc, gouvernance publique, métier du privé avec des commercialisateurs, des gestionnaires privés, c'est important. Et que derrière, il y a vraiment cette notion globale qui est importante à mettre en œuvre, qui est une notion de pôle de compétences commerce,
qu'il faut développer, qu'il faut lisser, et qui est certainement l'avenir, une voie de diversification des politiques publiques et des EPL. Un nouveau métier donc, nouveau qui émerge. Je suis vraiment désolée pour ce retard pris. On va quand même conserver quelques questions à la salle, mais vraiment 5 minutes, de manière à ce que... parce qu'à 13h, il faut que nous ayons fini. Je vous en prie. Oui, je voulais dire quelques mots. D'abord, merci pour ces 2 tables rondes et puis cette journée, hein. Madame la Présidente, chers collègues, chers présidents, parce que voilà, ce débat, cette rencontre s'intègre totalement dans un dispositif où la Fédération des EPL est vraiment à la pointe, et donc vraiment c'est un sujet important. Non, je voulais dire un petit mot. Je ne rebondirai pas sur ce qu'a dit Magali, parce qu'elle l'a vraiment très bien dit, mais je pense qu'il y a une dimension qui est à souligner, qui fait partie du DAC, c'est la dimension artisanale. Quand on parle de commerce, on ne peut pas oublier aujourd'hui cette dimension artisanale, car les deux sont liés. Et le travail que nous avons mené à la CMS depuis le début est un double travail, artisanal et commercial. Et je prendrai un exemple tout simple que nous avons créé à Paris suite à une mission d'information d'évaluation qui vise à mettre en avant un label qui s'appelle Fabriqué à Paris et qui vise à reconnaître le talent à la fois des artisans et des commerçants. Et si je dis cela, c'est que cette notion de qualité permet aussi d'avoir une attractivité encore plus importante pour les clients potentiels qui sont susceptibles de venir. Je prends cet exemple-là parce qu'il est révélateur de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la qualité de ce que doivent être aujourd'hui les commerçants ou les artisans au sein des villes, qu'elles soient petites, moyennes ou des grandes villes. Et puis la deuxième chose que je souhaitais dire, c'est qu'il y a quelques années, Magali évoquait Bertrand Delanoë. Il faut savoir qu'à l'époque, une proposition de loi avait été lancée par deux députés du 11e arrondissement parce qu'on avait un quartier avec une monoactivité grossiste qui tuait évidemment le commerce de proximité. Et donc, cette proposition de loi avait été rejetée suite à un recours d'un certain nombre de parlementaires. Et donc, il fallait trouver un outil à la fois politique, mais qui permette, je dirais, localement, d'appréhender cette particularité qui était celle de Paris, du 11e arrondissement et d'autres arrondissements parisiens. Et donc, nous avons créé, avec la CMAEST à l'époque, moi j'ai présidé entre 2008 et 2014, mais à l'époque c'était Georges Sarr qui présidait, pour justement, à travers cette SEM qui était une SEM d'aménagement, de pouvoir avoir cette dimension de développement économique pour justement avoir un outil qui puisse localement, à travers Vital Quartier 1 et Vital Quartier 2 après, de pouvoir permettre cette diversification commerciale. Je dis ça parce qu'à l'époque, on avait souhaité politiquement mettre en avant l'aspect public de cette notion commerciale, qui donc avait été rejetée par le Conseil constitutionnel, et on voit qu'aujourd'hui, tous collectivement, que ça soit ici ou ailleurs, on met en avant une notion, et quand j'étais au CGET la semaine dernière, c'était la même chose, c'est qu'aujourd'hui, on met en avant cette notion de service au public que doit être cette activité commerciale et artisanale. Et je pense que tout ce qui a été fait, y compris sur le plan législatif, montre que cette notion d'intérêt général, eh bien, l'activité commerciale, aujourd'hui, elle le remplit et elle la remplit pleinement. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je vous en prie. Oui, je voulais juste m'adresser à Madame Casanova. Autant je partage totalement ce que vous avez dit sur l'insertion paysagère, autant je suis extrêmement inquiet de votre propos en disant il suffit de garder des boutiques à moins de 100 mètres carrés, de les imposer, non mais d'imposer et que le modèle va changer. Aujourd'hui, les commerces de centre-ville, y compris dans les villes historiques, elles souffrent d'une impossibilité de stocker. Et vous avez une tendance de gens qui viennent faire du lèche-vitrine, regarder, essayer, et s'il n'y a pas leur taille, ils commandent sur Internet. Et il y a 0 pour le commerçant physique. Donc je pense que lorsque vous dites on a imposé à Lidl de garder, de renoncer à leur charte, c'est très bien, mais de dire les grandes enseignes qui nous montrent 300 mètres carrés, on va leur dire non, mais 100 mètres carrés, ils changeront de modèle, je pense que c'est inquiétant. Et je ne pense pas que c'est pas si simple. En quelques minutes, on est plus dans la caricature, mais je pense très sincèrement, c'est des débats qu'on a honnêtement en CNAC avec les acteurs. Parce qu'à chaque fois, on nous dit on n'a que du 50 mètres carrés, nous, on ne sait pas faire en plus grand. Donc, il y a des discussions de se dire, mais est-ce que la boutique peut être couplée à un endroit où on peut stocker plus de choses et on travaille sur la logistique dernier kilomètre, sur des petites navettes pour pouvoir mieux desservir? Parce que je comprends qu'il y a des contraintes. Mais si on se cache à chaque fois à dire toute enseigne multimédia ne peut pas faire moins de 500, 600, 700 mètres carrés, toutes les grandes enseignes
de prêt-à-porter ne savent pas faire. Moi, j'ai le sentiment aussi qu'on se prive dans ces questions-là d'une véritable réflexion sur qu'est-ce qui rentre dans 50 mètres carrés. Je vais vous donner un exemple à Aix-les-Bains. Je pense que ce qui fait l'attractivité d'Aix-les-Bains par rapport à certaines autres collectivités, c'est pas d'avoir aussi toutes les enseignes de prêt-à-porter, je ne vais pas les citer cette fois-ci, mais d'avoir des tout petits commerçants indépendants qui sont en capacité, les uns à côté des autres sur une rue, de donner une vraie destination commerce, parce que ça, on ne va pas le trouver ailleurs et on ne va pas le trouver dans la zone périphérique. Donc moi, ce qui me pose la question, c'est comment est-ce qu'on utilise les 50 mètres carrés pour quelque chose qui répond à un besoin, plutôt que de absolument vouloir rentrer dans un modèle de 400. C'est ça surtout ma question. Une dernière question. Merci. Moi, c'était juste une interrogation. Je veux dire, quand on regarde l'évolution du commerce, ses mutations en cours, on voit que pour ce qui est des problématiques de centre-ville, il y a d'abord eu effectivement le développement du commerce périphérique, mais pas seulement le commerce. Il y a aussi tout le développement pavillonnaire qui vide aussi les centres-villes et qui forcément impacte les zones de chalandise locales. Et on voit qu'aujourd'hui, avec le commerce en ligne, donc là, c'est en train d'apporter une nouvelle mutation très très forte. Et moi, c'est là où je voudrais m'interroger. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, en 2019, le commerce en ligne en France, ça va représenter à peu près 100 milliards de chiffre d'affaires. Et la France est le 3e pays européen pour la pratique du commerce en ligne. Donc c'est quelque chose de colossal. Et ça va impacter non seulement les centres-villes, mais ça va aussi créer beaucoup de friches dans les zones commerciales périphériques. C'est-à-dire que c'est vraiment un tsunami. Mais sur un plan purement, on va dire, fiscal, parce qu'en fait, on voit que les solutions pour redynamiser les centres-villes, on le fait sur fonds publics. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de reconquérir les conséquences de tous ces dégâts. Et si je me fie à l'étude qu'a publiée Capital récemment, on s'aperçoit que Amazon, l'année dernière, eh bien, a payé, accrochez-vous, 48 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. 48 millions. Donc moi je me dis, je suis un peu naïf, hein, alors je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une contribution financière bien plus importante de ces monstres où la valeur ajoutée sort de France et d'Europe, et puis que la somme récupérée soit totalement réinvestie justement dans ces centres-villes, et là au moins on n'aurait plus de problème financier pour financer toute cette chirurgie fine. Merci beaucoup pour cette dernière intervention. Merci à tous, merci aux intervenants sur cette tribune, merci à vous dans la salle. Toutes mes excuses pour ce temps un peu compressé sur la fin. Voilà, on donne le mauvais exemple, mais à 13h, il faut qu'on ferme pour la pause méridienne. Mais bien entendu, je vais maintenant laisser le soin de la conclusion à Madame Sonia de la Provôté, donc présidente notamment de la Fédération des EPL de Normandie. Voilà.